Donc j'ai le plaisir d'accueillir et de vous présenter en fait Hugo Meunier. Donc Hugo Meunier est originaire d'une famille d'agriculteurs du sud-ouest de la France. Tu m'as parlé de Toulouse, qui a créé en fait une start-up qui s'appelle Merci Raymond. Alors Raymond, c'est peut-être le nom de ton papa ou grand-père. De grand-père, voilà. Pardon. Et donc cette start-up, elle œuvre au développement de l'agriculture urbaine via notamment la mise en place d'ateliers et de formations. Et donc je vais laisser Hugo vous livrer son retour d'expérience et sa vision de l'agriculture urbaine et périurbaine qui se veut bien sûr écologique et humaine sans doute. Donc Entre autres. voilà, à toi Hugo. Merci pour l'invitation. Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous présenter un petit exercice de style. Ça a été de se dire, bah, tiens, si demain on lançait une ferme urbaine à Angers, qu'est-ce qu'il faudrait, comment on la ferait et à qui on la présenterait. Donc là, je suis face à la ville et je vous présente ce projet qu'on mène avec l'école. Donc déjà, le porteur de projet, donc... déjà le porteur de projet, donc c'est Merci Raymond, donc je vous présente qui on est. Rapidement, donc effectivement il l'a rappelé en introduction, mais l'idée c'est que voilà, moi j'ai monté cette boîte à l'origine, je suis originaire du sud-ouest de la France, dans un petit village qui s'appelle Donzac. Mon grand-père était arboriculteur et d'une famille de petits-fils d'arboriculteurs dans le sud-ouest de la France. Effectivement, ayant grandi je suis allé étudier en ville, donc à Paris notamment, pour faire mes études de droit, et j'ai ressenti ce besoin de nature, donc Paris, mais pas que, hein, j'ai grandi à Toulouse et même des villes comme Marseille ou d'autres. Si on se projette un petit peu, c'est vrai que d'ici 2050, donc on sera de plus en plus dans les villes, et on est déjà à peu près 70% d'urbains aujourd'hui en France, sachant que derrière ça, il y a toutes les questions d'artificialisation des sols, donc c'est plus de 7% par an. Si on corrèle ça avec les problèmes de maladies pulmonaires qui augmentent d'année en année dû à la pollution, l'artificialisation des sols qui fait du coup un manque de résilience aussi, et je passe un peu tout ce diagnostic. Donc Merci Raymond, ça a été créé en 2015. Initialement, c'était l'enjeu de créer des communautés de jardiniers. Il faut savoir qu'en 2015, on parlait de jardinage urbain. C'est assez, ça fait sourire en fait. On se dit bah tiens, c'est qui ces utopistes? Et puis surtout, c'est un peu farfelu puisqu'on est en ville et que jardinage et ville, c'est pas très compatible. Enfin moi, en tout cas, venant de la campagne, ça faisait rire mon entourage. Donc du coup, il a fallu aussi redorer un peu ce blason-là. Ce à quoi on a travaillé, notamment avec une image de rendre ça sexy, attrayant. Le postulat de se dire bah tiens, il faut créer des communautés de jardiniers urbains, puisque si on veut avoir des villes vertes ou des villes fertiles, il faut que ce soit aussi les habitants eux-mêmes qui s'emparent de ces sujets. Et je sais qu'Angers est une des villes les plus vertes de France, donc bravo à tous. Voilà. Donc on a créé beaucoup d'ateliers, beaucoup de rencontres. L'idée c'était aussi de stimuler la main verte de beaucoup de personnes. Depuis, on peut estimer à plus de 50 000 mains vertes stimulées, donc à travers beaucoup de rencontres. Ça fait quand même 4 ans qu'on y œuvre à faire ça. On fait un parallèle du métier de jardinier au métier de cuisinier, qu'on aime assez régulièrement valoriser, c'est-à-dire de se dire que dans les années 2000, il y a eu une starification des cuisiniers. Nous, on pense que le futur métier de demain manuel, ça sera le jardinier ou l'agriculteur urbain, puisque c'est lui finalement qui va être un des acteurs de cette transition écologique dans les villes. Donc Merci Raymond, voilà, donc des actions pour stimuler la main verte. Pour petite histoire, il a fallu un peu se batailler. Moi, j'avais pas forcément de réseau à Paris, et donc j'ai envoyé des tweets, j'ai essayé de rencontrer au maximum de personnes. Là, c'est un exemple de Jardiland qui nous a permis ensuite de monter en compétences. Donc on est monté sur des questions de végétalisation, création d'îlots de fraîcheur dans les villes. Là, c'est les espaces Nextdoor qui sont une filiale de Bouygues Immobilier, donc ils ont plein d'espaces de coworking. Et comment créer ces îlots de fraîcheur. Ensuite, il a fallu se professionnaliser, créer donc moi, j'ai fait des études de droit, j'y connaissais rien du tout à l'agriculture et ni au jardinage, même si je suis originaire d'une famille d'agriculteurs. Donc on a recruté des paysagistes, des ingénieurs agronomes et autres profils compétents. On a gagné aussi des super projets, notamment Station F, où on s'est occupé de toute la végétalisation de Station F, qui est un incubateur de start-up lancé par Xavier Niel. Ensuite, on s'est dit, bah voilà, maintenant qu'on a stabilisé un modèle économique, sachant qu'à l'origine, moi j'avais 5 000 € que j'avais investi et pas forcément d'apport personnel, du coup il a fallu gagner des projets. Et donc on a lancé, au bout de 2 ans où on commençait à être stabilisé sur la partie végétalisation, la partie agriculture urbaine. Et donc ça a été au début de la R&D. Donc à droite, on voit un module vertical qu'on développait sur un toit dans Paris. Ce à quoi ça a bien fonctionné, puisque derrière, on a eu beaucoup de commandes pour des hôtels, des restaurants ou même des copropriétés.
Voilà, ça c'est un peu l'évolution de Merci Raymond avec un peu les grandes étapes. On est assez fiers puisqu'en 2019, on a sorti un livre chez les éditions Marabout, Tous acteurs de la Révolution verte, comment insuffler cette vague verte et fertile en ville. On a eu pas mal de presse aussi et on a aussi lancé un restaurant dans le 11e arrondissement, donc avec 50 places assises. Et ce restaurant-là, je vous en parlerai plus tard, mais c'est l'idée d'aller du champ à l'assiette, de la graine à l'assiette et d'utiliser des produits issus de l'agriculture urbaine. Donc aujourd'hui, Merci Raymond, finalement, on a synthétisé notre offre et qui on est. C'est important de le préciser parce que ça permet aussi de comprendre comment un acteur de l'agriculture urbaine peut avoir un modèle viable. On parlait tout à l'heure de cette question de durabilité. Et ben en fait, cette durabilité, elle passe par la rentabilité. Et donc, si on veut pouvoir se projeter, voilà, on a différents axes notamment, mais globalement, on regroupe ça sur comment se reconnecter à la nature, puisqu'on est de plus en plus éloigné, en tout cas dans les métropoles et à terme peut-être aussi dans des villes, puisqu'on est de moins en moins présent en campagne. On a plus de 150 000 végétaux plantés en ville et autres. C'est pas du tout pour avoir un aspect économique ou autre, mais c'est important aussi de dire qu'il y a des chiffres derrière tout ça. Et en fait, en 4 ans, on a réussi à avoir aujourd'hui un chiffre d'affaires à hauteur de 1 million d'euros, sans apport, sans levée de fonds. Aujourd'hui, on voit, nous, des concurrents qui font des levées de fonds, tant mieux pour eux. En tout cas, nous, on est dans une croissance, donc on est dans un secteur qui évolue, et on est très content puisque maintenant, notre expertise est sollicitée dans plein de villes de France, que ce soit à Toulouse, à Marseille, à Nantes ou même à Bordeaux et à Strasbourg, et aussi au niveau européen. Donc là, on est en train de travailler au Duché du Luxembourg et dans d'autres villes d'Europe. Dans la courbe un peu d'évolution, donc on voit un peu les différents types d'acteurs. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que ces questions d'agriculture urbaine, finalement, oui, ça intéresse les collectivités territoriales, mais aussi ça intéresse beaucoup les acteurs de la ville de demain. Donc je parle des architectes, des bailleurs, des promoteurs, des collectivités, des villes et autres. En parallèle, là, on est au salon des maires à Paris. Ben voilà, on rencontre tous les maires et les questions municipales. On se rend compte que c'est dans les programmes de toutes les élections d'avoir cette question d'agriculture urbaine. Là, je vous présente quelques projets qu'on a pu réaliser et qu'on continue à réaliser, donc notamment des modules en aquaponie dans des souterrains dans Paris. Donc là, on a une collaboration avec Carrefour qui nous aide sur la partie expérimentale. On intègre aussi donc l'urbain et le périurbain, généralement ça va ensemble, c'est-à-dire que pour reconnecter l'urbain, il faut avoir en tête ce périurbain. Donc on mène beaucoup d'actions, nous, dans des banlieues, dans des populations qui ne sont pas forcément au fait de ces enjeux environnementaux. Donc il y a la question aussi d'inclusion, de lien social, qui est aussi une des valeurs de l'agriculture urbaine finalement. La production d'endives, on en a parlé tout à l'heure. Moi, mon père est producteur d'endives dans le sud-ouest. On est en train de travailler sur toute la question des sous-sols. Il faut savoir qu'il y aura de moins en moins de voitures dans les villes demain. Et donc, cette question de la libération de ce foncier, et donc ce foncier disponible en souterrain notamment, eh ben, qu'est-ce qu'on en fait? On fait de la production d'endives. Ce qui est intéressant, c'est que là, ça ne nécessite pas de l'aide comme on peut faire en aquaponie, puisque ça grandit dans une chambre froide, en fait. Voilà. On développe aussi des potagers verticaux sur des toits de Paris. Donc là, l'intérêt, c'est de pouvoir s'adapter à des questions de portance. Il faut savoir que c'est à moyenne 250 kg sur des bâtiments déjà existants, alors que si on veut être en pleine terre, il faut 2000 kg. Donc c'est d'autres référentiels, et surtout les architectes ne vont pas être contents si on commence à mettre du pleine terre pour les végétaux. On a aussi développé donc des houblonnières. On parlait de la bière, mais en fait faire pousser du houblon, c'est très simple, c'est une liane, c'est très productif. Et aujourd'hui, pour beaucoup, du houblon vient de Pologne ou des pays de l'Est. Donc réintégrer cette production en France, ça a son sens aussi, et notamment en ville, la question de la verticalité se pose. Donc c'est des espaces productifs. Et finalement, ce restaurant, Locavore, qu'on a lancé, l'intérêt de ce projet-là, ça a été de connecter l'urbain au périurbain. Et en fait, on s'est donné comme baseline, plus c'est près, meilleur c'est. Et donc on a un compteur de kilomètres. Sur chaque plat, on a le nombre de kilomètres en moyenne que parcourt le plat. Donc on est dans une moyenne de 80 km. Et l'idée, c'est de travailler sur des circuits ultra courts. Et on a également intégré les alchimistes qui sont des composteurs. Donc ils reviennent 2 fois par semaine, intégrer tous les biodéchets qu'eux récupèrent, font du compost et nous livrent pour nos potagers urbains. Donc en fait, on pourrait même dire on est de la graine à la graine. Mais voilà, c'est moins sexy que de la graine à la fourchette. En gros projet, voilà, ça c'est question des villes de Paris. En termes d'avantages d'une boîte comme la nôtre aujourd'hui, c'est la question d'intervention de la graine à l'assiette et aussi surtout un écosystème attractif. Donc, on s'est donné comme objectif 20 minutes, je sais, donc il faudra me faire un signe quand je suis trop rapide. Mais voilà, nous on s'est dit, tiens, demain si on faisait La Vallée à Angers, La Vallée, ça serait la ferme qui serait une ferme
productive. Donc, je vais vous rappeler un peu comment, en fait, ce qui est intéressant, c'est comment on construit un projet de ferme urbaine quand on va le présenter à des promoteurs, à des villes ou à des collectivités territoriales. Bah, c'est que ça, c'est cette présentation-là que je vous fais. Donc, il y a effectivement un diagnostic. C'est toujours intéressant de regarder localement qu'est-ce qui se fait. Parce que si on est trop déconnecté de ce qui existe déjà, bah, le projet ne va pas marcher. Et au contraire, il faut embarquer, il faut amener les projets localement de ce qui se fait. Donc le diagnostic, voilà, je vous rappelle le fait, la demande, le brief qu'on m'a donné du coup, enfin on me l'a pas donné mais je l'ai créé, c'est de créer donc favoriser l'agriculture urbaine à travers la question du circuit court et une participation des habitants, puisque c'est vraiment cette question d'empowerment et de communauté, avec du coup la question des circuits courts, de l'agriculture urbaine, une alimentation saine, le lien entre les habitants. Donc en termes de stratégie, on le verra tout au long, et surtout c'est un programme qui sera pluridisciplinaire, et c'est un peu en s'inspirant de ces préceptes un peu de permaculture que finalement on va créer un modèle économique qui sera viable sur la ferme. Donc le diagnostic, effectivement, aujourd'hui à Angers, vous avez quelque chose de très dynamique en termes d'espace partagé, de potager partagé, mais il n'y a pas encore de ferme urbaine à proprement parler, qui peut être un peu cette espèce de porte-étendard de l'agriculture urbaine d'Angers. Bon, là j'ai fait vraiment une capture d'écran sur Google Maps, mais je pense que vous connaissez très bien l'écosystème d'Angers. En termes d'inspiration, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, au niveau international, tout à l'heure on en parlait, et il y avait une très bonne présentation juste avant moi, qui présente en fait tous les acteurs et toutes finalement ces fermes qui émergent au niveau mondial, sachant que c'est assez récent. On a différents niveaux. Moi, un modèle qui nous inspire assez souvent, c'est finalement ce modèle de Bec et Loin. Je pense que vous en avez déjà bien entendu parler, mais c'est cette question d'écosystème. Alors oui, aussi, l'agriculture urbaine n'est pas simplement un modèle économique viable à travers la partie productive, mais aussi avec toutes les externalités positives que ça peut générer d'avoir une ferme urbaine. Donc bon, je vous laisserai la voir. Il y a aussi cette question du modèle de Détroit. À Détroit, pour rappel, c'est une ancienne cité très industrialisée, et finalement, bah, voilà, à l'arrivée de problèmes sociaux ont fait que des usines sont parties, et aujourd'hui les habitants se réapproprient les espaces de la ville pour se nourrir. Nous, c'est un peu une méthodologie qu'on applique dans des quartiers sensibles type la Grande Borne. Voilà, on a notre quartier productif sur lequel... enfin, je dois faire vite, hein, c'est pour ça que j'ai une longue présentation. On a un quartier productif, ça c'est un super projet qu'on a gagné à Mantes-la-Jolie, donc vraiment à 1 heure de Paris dans le nord. Et en fait, le promoteur, il a eu une ambition assez innovante sur ce sujet-là, c'était de se dire on crée un quartier productif. C'est 40 000 m² d'espace, et plutôt que faire des centres commerciaux traditionnels, c'est le long de l'autoroute, et on va avoir un lieu de production, donc avec de l'aquaponie, un jardin en permaculture, et pourquoi pas réfléchir à même de l'agritourisme, c'est-à-dire des gens qui viendraient de là-bas spécialement pour se former, pour récolter, et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a fait tout un mapping à 30 km du site, et en fait c'est connecter les acteurs présents sur le territoire pour aussi être revalorisés. Et c'est aussi en ça que l'agriculture urbaine a aujourd'hui une fonction dans le secteur de l'agriculture, même si ça ne représente même pas 0,5% de l'agriculture française, c'est aussi de revaloriser une filière au-delà de l'opposé, comme ça a pu être une question évoquée. Donc ça, c'est notre fameux quartier productif. En termes de modèles inspirants, on a aussi donc, les différents types d'agriculture urbaine. Donc, tout à l'heure, on en parlait des différents modèles. Ce n'est pas nécessaire d'y revenir. Mais finalement, on se rend compte que chacune des types d'agriculture urbaine peuvent répondre à différentes fonctions. Donc, à chaque fois, j'ai mis, généralement, c'est écologique, social et économique. Voilà, c'est les 3 grands piliers qu'on observe. Et là, notamment sur différents modèles. Donc là, on va en Europe. En Europe, on a la ferme du Bec et Loin, dont on a parlé tout à l'heure. On a la ferme du Mine à Lille, qui est finalement productive et avec une vocation environnementale. Notamment, c'est une surface de 6 000 m². C'est quand même 10 tonnes de légumes chaque année, donc c'est quand même assez conséquent. On a aussi à Londres, donc là c'est un modèle qui est peut-être plus urbain, qui est sur plus une question pédagogique et notamment avec une vocation finalement culinaire. Donc comment on va valoriser les produits issus de la production. Donc là on a des champignons, on a de l'aquaponie. On a aussi la ferme au Danemark. Donc là ce qui est assez intéressant, c'est que ça peut prêter à surtout voilà, beaucoup d'événementiels. Donc là, c'est une autre source de bénéfices d'un espace de production. C'est finalement cette notion de lieu de vie. L'agriculture urbaine aussi sert à reconnecter les habitants et de se dire, bah, tiens, on se retrouve dans des espaces autour de cette question de nature et d'alimentation.
Il y a la ferme Big, je ne sais pas si vous la connaissez, celle-ci, elle est à Bruxelles, c'est une ferme en aquaponie. En creusant un petit peu, on se rend compte qu'en fait, ce n'est pas forcément la production d'aromates ou de produits de tomates qui permet de faire gagner de l'argent à cette ferme, mais c'est finalement la pisciculture, donc l'aquaponie, donc c'est avec des poissons, et aussi les visites. C'est-à-dire qu'il y a une vraie curiosité, et donc à travers les visites, il va gagner de l'argent et financer toute son activité et générer des profits. Aujourd'hui, c'est en train d'être racheté par Veolia, donc peut-être que Veolia va se développer dans l'aquaponie, on verra. Il y a la cité maraîchère à Romainville. Là, c'est intéressant dans le modèle puisque c'est des fermes qui sont sur de l'architecture très transparente. Et donc, c'est le bâtiment en tant que tel qui est construit pour être productif, qui est inspiré finalement un peu de la Loufa Farm dont on viendra après. Donc, on est en Amérique, aux États-Unis. Donc là, à Détroit, effectivement, toujours cette ferme sociale. Il y a la ferme qui est également la Brooklyn Grange, qui est une ferme à New York, sur lesquels en fait on peut manger les légumes du toit de Brooklyn. Donc là on est dans ultra local, c'est-à-dire à moins de X kilomètres, avec toute une partie visite, atelier, événementiel. Et donc là pour le coup c'est productif, mais aussi ça génère des bénéfices à travers d'autres activités. Après, sur plusieurs sites. On a Vancouver. Donc là, ce qui est intéressant, c'est différents modèles. C'est-à-dire que lui construit son modèle à travers l'entretien de ses jardins. Donc là, on est aussi dans l'agriculture urbaine peut être connectée avec une activité de paysagisme aussi. Donc on est toujours dans cette lisière entre les nouveaux métiers. C'est-à-dire que l'agriculteur urbain de demain ne sera pas simplement un producteur. Il peut être aussi un bon distributeur, un bon commerçant, un bon prestataire aussi. Voilà, donc la Loufa Farm, dont je parlais tout à l'heure, qui est avec cette fameuse baseline, la durabilité commence par la rentabilité, qui est le modèle de Mohamed Lage. Singapour, donc on en a, bon, je ne vais pas y revenir, mais c'est vrai que là pour le coup on est sur de la vraie production très high-tech, avec une autre fonctionnalité qui ne sont pas du tout le lien social ni l'ambition écologique, mais plutôt l'ambition productive, donc très économique. On a d'autres types de fermes, sources d'inspiration, on y est. L'idée, c'est on arrive sur le projet de cette ferme, qu'est-ce qu'on va faire à Angers. Finalement, à Angers, on se dit, c'est un modèle qui peut être hybride, c'est-à-dire c'est une ferme qui pourrait être nourricière, familiale, un lieu où on pourrait avoir des habitants qui viennent se connecter, et en même temps qui pourrait être aussi un porte-étendard de l'agriculture locale. On peut choisir un rayon de 30-50 km et qui serait en fait fonction d'AMAP, mais pas que, aussi espace de production, espace de rencontre, espace d'événementiel et pourquoi pas même espace de restauration. Donc là, on s'inspire un peu de ces jardins en mandala sur la question de la permaculture, avec du coup différents niveaux, différents degrés de la ferme, avec des visites régulières, des visites plus quotidiennes, ou même la partie lieu de vie qui serait accessible un peu tout le temps. On aurait du coup ces différents zonings. Donc là, on propose des vergers, des espaces maraîchers, des serres de production, mais aussi une pépinière de quartier. Aujourd'hui, ça pourrait être aussi en lien avec la ville de Paris qui peut avoir des besoins végétaux. Jardin en mandala, donc là, ça permet aussi de comprendre, de former les personnes à ces enjeux de permaculture. Il faut savoir que l'urbain est très sensible à la question de permaculture, un peu moins à la question d'agriculture traditionnelle, ou encore des ateliers et un espace de transformation directement intégré dans la surface de production. On retrouve un peu les différents axes qui pourraient permettre de faire gagner de l'argent. Donc on aurait 6 activités qui seraient complémentaires. Il y a la partie cueillette, la partie marché, vente de produits localement mais aussi à proximité. La partie café-restaurant, effectivement, on pourrait retrouver sur le modèle un peu de ce qu'on avait développé, notamment le relais restaurant, avec le nombre de kilomètres que parcourt chaque plat. On pourrait avoir un café qui est torréfié à proximité, une bière qui a été produite grâce à du houblon localement, une partie événementielle et aussi des jardins partagés, là dans l'objectif effectivement d'avoir une certaine sensibilisation auprès des écoles, auprès des différentes personnes, sachant que ça permet toujours aussi, et on y pense aussi aux personnes âgées. Aujourd'hui, c'est un moyen de faire de l'activité, le jardinage, et mettre les personnes âgées à contribution, ça permet de créer du lien social et aussi du lien intergénérationnel. Donc voilà, là c'est un peu une présentation, une proposition de type d'organisation de cette ferme, et du coup qui pourrait se faire effectivement avec une vision toujours sociale, comme je le disais tout à l'heure. Voilà. Donc là, c'est un peu une journée type. Donc on pourrait avoir le matin la récolte au verger, puis à 10h la plantation de légumes. Il pourrait y avoir des formations avec l'école et en même temps un déjeuner, restaurant et le soir, pourquoi pas des after-work qui seraient directement dans la ferme.
Il y aurait forcément une vision écologique, donc on pourrait essayer de sourcer localement les plants, on pourrait effectivement réduire l'impact carbone puisque c'est produit localement sur place, avec tout un sourcing et limiter au maximum le plastique, intégrer donc des fers en polycarbonate. Enfin, voilà. On pourrait étendre assez loin. J'essaie d'aller vite pour rentrer dans le timing. La partie production, donc là je rentre un peu plus en détail. Je pourrais toujours vous partager si ça vous intéresse, mais voilà, c'est toujours cette notion de se dire qu'il y a une notion très concrète à l'agriculture urbaine et qu'en fait, c'est pas si éloigné que l'agriculture traditionnelle. Et donc on est aussi voilà, dans des mêmes questions avec des données financières à devoir intégrer. Et si je reviens dessus, je vais directement aller un petit peu en termes de... Voilà, on a estimé donc différents types de montage, donc il faudrait effectivement différentes personnes. Ça pourrait peut-être financer l'emploi de 4 personnes avec des personnes en stage, 2 maraîchers, un chef de cuisine, un serveur, des bénévoles. Et donc en termes de modèle économique, on y est, c'est-à-dire que ça serait à peu près en termes de coûts en moyenne, nous de notre expérience et de ce qui peut exister, c'est à peu près un modèle avec des revenus à hauteur de entre 200 et 300 000 euros et avec des coûts entre 200 et 300 000 euros. Donc en fait finalement on aurait quelque chose d'assez équilibré avec une partie des bénéfices, mais l'intérêt c'est que ça ne serait pas subventionné, ça ne serait pas non plus alimenté et donc ça permet d'avoir quelque chose de viable. Voilà, c'est toujours ça la question. D'où peuvent aller les financements. Donc après, il y a différents modèles, le crowdfunding, le mécénat, les fonds, les emprunts. En annexe, je présente d'autres projets qui peuvent être alimentés. Ça, notamment, c'est notre fameux lieu qu'on a dans le 11e arrondissement et qui permet d'avoir des rencontres et aussi des thématiques autour de cette question d'agriculture urbaine et périurbaine avec le credo, donc plus c'est prêt, meilleur c'est. En partenaire, effectivement, donc là, c'est toujours l'intégration de cette ferme urbaine et périurbaine qui permet d'agrémenter d'autres associations, d'autres partenaires. Donc, ça peut être des apiculteurs, ça peut être, je vous en parlais tout à l'heure, les alchimistes qui, eux, récoltent donc, ces biodéchets et qui en font du coup du compost. C'est aussi un modèle économique pour eux. Ça peut être aussi de travailler avec des associations ou des entreprises. Aujourd'hui, ça se fait de plus en plus. Pendant un mois, finalement, on va passer une demi-journée à faire un projet social ou un projet écologique pour s'impliquer sur des thématiques qui touchent l'entreprise, et notamment l'association Vendredi le fait. Et après, il peut y avoir effectivement des différents autres acteurs. Donc voilà, finalement, on aurait un quartier nourricier qui serait du coup cette ferme de la vallée. Bon, c'est un exercice un peu théorique, je sais, mais c'est pour montrer qu'on peut arriver avec une roadmap à un modèle économique et à finalement quelque chose de concret. On n'a pas d'high-tech ici, mais tout à l'heure on en parlait. La technologie peut être utilisée notamment pour fédérer, pour réunir les différents parties prenantes. On peut aussi intégrer des capteurs pour optimiser le type de production. Voilà. Merci à tous. J'ai essayé de faire assez rapide, assez synthétique. Merci Hugo pour cette présentation intéressante. Alors je vais vous demander de rester et il y aura peut-être quand même quelques questions si ça ne vous dérange pas. Alors est-ce qu'il y a des questions? Alors je vois un bras se lever. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je vais vous demander de vous rapprocher pour rester dans la lumière. Concrètement, est-ce que vous recherchez sur Angers du terrain? Parce que sur Angers et Saint-Jean, nous avons une zone de serres désaffectées, des serres qui autrefois servaient à l'horticulture, le maraîchage, mais serres en verre. Et il y en a plusieurs hectares comme ça. Alors, est-ce que vous cherchez? Et voilà, c'est sur Saint-Jean. Ok, pour le coup, là c'était un exercice historique. Après, effectivement, il faut voir localement l'espace, mais en partenariat avec l'école, avec d'autres acteurs. Nous, en tout cas, c'est quelque chose qui nous plaît de faire cet exercice sur d'autres territoires. Et en tout cas, je suis certain que la demande est liée. Donc, avec plaisir pour en parler. Donc, énormément de potentiel sur Angers et pour changer, effectivement. Vous avez raison. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions ? Alors moi j'avais une question, mais vous y avez répondu quelque part, le lien avec la tech, quoi. Donc finalement, c'est quoi votre vision de l'implication de la tech et du numérique? Enfin, quelle plus-value? Alors vous avez parlé de la mise en relation des acteurs.
l'utilisation de capteurs. Aujourd'hui, est-ce que c'est une réalité? Alors on connaît d'autres initiatives où effectivement on trouve beaucoup de tech, je pense à Agricool, etc., où je dirais il y a beaucoup de capteurs. Vous, c'est quoi votre vision justement de l'évolution et puis de la plus-value finalement que peut apporter le numérique dans vos initiatives? Alors, à la différence d'un acteur comme Agricool, qui eux ont vraiment une volonté très productive, donc absolument pas sociale ou écologique, même si aujourd'hui la tech, en fait, on se rend compte que notamment de mettre des capteurs sur certains terrains ou certains sites permet déjà d'avoir le niveau de pollution, le niveau de particules fines, donc on a de la donnée, et aussi on pourra peut-être réduire de 30% le système d'arrosage automatique. Donc en fait, ça va avoir une finalité écologique sur le vivant.